9e, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de passer sur un format vidéo afin de pouvoir vous apporter des commentaires sur le cours, de pouvoir vous guider dans les exercices et de rendre le tout un peu plus vivant. Je vais sans doute beaucoup parler, donc si à un moment donné vous en avez marre de m'entendre, le diaporama du cours est et restera disponible sur le cahier de texte Pronote et sur le Google Drive comme d'habitude. Rien ne change. La vidéo, c'est juste un plus. J'essaierai peut-être de faire une classe virtuelle pour que vous puissiez poser vos questions, mais je ne sais pas encore trop quand parce que je dois vous avouer que je ne maîtrise pas encore. Mais on verra bien, on en apprend tous les jours. Il y a une semaine, je ne savais pas me servir d'un logiciel de montage vidéo, alors bon, je m'égare. Dans le dernier chapitre de géographie, nous avons appris ce qu'était une métropole. En gros, une grande ville avec beaucoup de monde qui y vit. Nous avions placé sur un planisphère les 10 plus grandes métropoles du monde, Beijing, Shanghai, Sao Paulo, Le Caire, etc. Il faut savoir que la population humaine est de plus en plus nombreuse et que les humains se concentrent de plus en plus dans les villes. En gros, il y a de plus en plus de personnes qui habitent en ville et de moins en moins qui habitent à la campagne. Nous allons voir cette évolution dans le temps avec un petit passage d'une émission d'Arte que j'aime beaucoup et qui s'appelle Le Dessous des cartes. Il y a plein de numéros disponibles sur YouTube ou bien sur le site d'Arte que vous pouvez aller voir, au cas où vous ennuyez. Par contre, c'est une émission qui n'est pas spécialement destinée aux enfants, donc elle peut être parfois un peu difficile à comprendre. Prenez ce qu'il y a à prendre, si vous avez pigé 2-3 trucs en regardant, ce sera déjà ça. J'arrête de piailler, on y va. En 1700, la population mondiale est à peu près de 650 millions de personnes dans le monde, dont 7% de citadins. En 1910, une population mondiale de 1,7 milliard d'habitants, dont 20% de citadins. En 1950, 2,5 milliards d'habitants sur la Terre, 30% de citadins. En 1980, population mondiale totale de 4,5 milliards d'habitants dans le monde, dont 40% de citadins. Enfin, 30 ans plus tard, en 2013, 7 milliards d'habitants dans le monde et 3,5 milliards de citadins, soit plus de 50% de la population mondiale. Or, le mouvement va se poursuivre. En 2050, on sera 65% de la population mondiale à vivre en ville. Donc si on résume, aujourd'hui il y a environ un humain sur 2 qui vit en ville. En 2050, on prévoit qu'il y en ait 2 sur 3. Et cela va sûrement poser quelques problèmes. Vous vous souvenez d'Otsuko et de Laura? Otsuko passait plusieurs heures par jour dans sa voiture à cause des embouteillages à Lagos. Et Laura était obligée de prendre le train pour se rendre à son travail, dans le centre de Londres, où les loyers sont bien trop élevés. Elle devait payer le train de sa poche et donc une partie de son salaire s'envolait dans son abonnement de train. Nous avons donc déjà vu qu'habiter dans une métropole peut parfois poser certains problèmes. Nous avons déjà abordé le problème des transports, et avec lui, celui de ce que l'on appelle en géographie l'étalement urbain. En gros, c'est le fait qu'une ville s'étende de plus en plus dans l'espace. Elle devient de plus en plus grande, prend de plus en plus de place. Je vous propose de regarder un peu l'évolution de la ville de Lagos pour que cela soit plus clair pour vous. Bon là, on est sur du bon gros étalement urbain quand même. L'étalement urbain, ça ne vient pas de nulle part. La ville s'étale parce que de plus en plus de monde vient y habiter, et il faut bien loger tout le monde. Le risque qui accompagne l'étalement urbain, c'est l'augmentation des bidonvilles. Certaines populations des campagnes plutôt pauvres viennent en ville dans l'espoir de s'enrichir, et ces populations n'ont pas forcément les moyens de louer une maison ou un appartement, donc elles construisent leur maison comme elles le peuvent, avec des matériaux récupérés à droite, à gauche, ce qui donne un bidonville. Mais vous deviez déjà le savoir, puisque vous êtes des jeunes gens intelligents dotés d'une mémoire infaillible, non? Un autre problème que nous n'avions pas évoqué dans le premier chapitre, mais qui est fortement lié, c'est la pollution. Vous imaginez bien qu'Otsuko, qui reste bloqué 1 heure dans les bouchons matin et soir, il n'est pas tout seul dans le bouchon. Sinon, c'est pas un bouchon. Le problème de pollution est lié à un autre problème, l'approvisionnement. On est bien d'accord que les gens qui habitent en ville, à un moment, ils doivent manger. Mais jusqu'à preuve du contraire, les panzani ne poussent pas sur les arbres des avenues. Donc les gens vont faire leurs courses, au supermarché généralement. Comment les panzani se retrouvent-elles dans le supermarché? Grâce à l'approvisionnement. Des marchandises, qui parfois viennent de l'autre bout du monde, aux vêtements par exemple, jetez un coup d'œil sur l'étiquette. Les marchandises sont transportées par bateau et ou par train.
Mais il n'y a pas de port ou de gare à côté du moindre Carrefour Market. Ce serait bizarre. Donc les marchandises sont acheminées jusqu'à leur point de vente par camion, qui polluent, mais qui sont indispensables si on ne veut pas que la ville meure de faim. Bien. Maintenant que l'on a vu un peu quels problèmes pouvaient se poser avec l'augmentation du nombre de personnes qui vivent en ville, on va essayer de réfléchir à comment on va pouvoir essayer de limiter ces problèmes. Parce qu'on ne pourra pas interdire aux gens d'aller s'installer en ville. La ville devra s'adapter. Je vous laisse attraper votre cahier, votre plus joli stylo rouge, votre plus joli stylo vert, prendre une nouvelle page, à la suite du chapitre d'histoire sur les cités grecques, et noter le titre de ce nouveau chapitre. G3, la ville de demain. Comment aménager les métropoles pour y habiter durablement? Quelle sera la ville de demain? Et comme je ne suis pas avec vous mais que je vous connais bien, oui, on écrit en rouge ce qui est en rouge et en vert ce qui est en vert. C'est pas pour faire joli. Bon, un peu quand même. Je vous laisse noter. C'est bon? Si vous n'avez pas fini de noter, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de finir de noter car nous allons passer à la suite. Voici un autre extrait de la même émission du Dessous des cartes où l'on va voir qu'imaginer la ville de demain, ça ne date pas d'hier. Comment pensait-on la ville du futur avant? Regardez ces images, elles révèlent bien les esthétiques propres à leur époque. Mais les anticipations étaient-elles les bonnes? Voyait-on juste dans les prévisions, les imaginations? Celle-ci, vous l'avez reconnue, c'est la ville du futur imaginée par Fritz Lang pour son film Métropolis. C'est ainsi qu'en 1927, certains voyaient les villes à l'avenir, porteuses à la fois de gigantisme, du problème des transports, de modernité et d'anxiété. Maintenant, voilà comment on imagine la ville du futur à la fin des années 50, donc 30 ans plus tard. Et dans ce style graphique, où l'on retrouve l'influence de la bande dessinée, telle Flash Gordon, on repère une ville du dessus et une ville du dessous. Une ville déjà dominée par l'automobile, on voit un monde d'usines qui fument, de skyscrapers qui montent vers le ciel, on voit aussi apparaître les trains hors sol. En fait, on retrouve la même vision que chez Fritz Lang, mais avec plus de couleurs et moins de pollution. Dernier exemple du futur vu d'avant, à Paris. Regardez comment en 1967, on se représentait ce que devait être 20 ans plus tard, en 1987, le quartier de la Défense. Tout est imaginé comme cubique, à l'image de ce que l'on produisait comme architecture dans les années 60 à Brasilia ou à Sarcelles. Alors on ne peut que se réjouir que le prospectiviste se soit à ce point trompé et qu'il n'ait en rien imaginé les ruptures dans l'architecture. La réalité de 2014 est tout de même beaucoup plus réussie que l'imagination de 1967. Alors justement, nous sommes en 2014, donc à quoi faut-il s'attendre pour les années 2050 en termes d'urbanisation? Encore une fois, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Reprenez votre cahier et votre stylo bleu ou noir, on va noter un peu le cours. La population humaine sur Terre est de plus en plus nombreuse. Il y avait 650 millions d'habitants en 1700 et il y en a presque 8 milliards aujourd'hui. Cette augmentation de la population, que l'on appelle croissance démographique, on y reviendra en cinquième, s'accompagne d'un autre phénomène, l'urbanisation. C'est la concentration des populations dans les villes. En gros, de plus en plus de gens habitent en ville et de moins en moins à la campagne. Ces villes sont des espaces où il y a une forte densité de population, c'est-à-dire un nombre élevé d'habitants par kilomètre carré. Si cette définition-là, vous ne la connaissez pas, à la fin de l'année, je mange mon bureau. Pour rappel, la densité de population, c'est le nombre de personnes qui habitent sur un carré de 1 km sur 1 km. Ça peut être 2 habitants, on aura donc une faible densité de population, ou ça peut être 2 millions d'habitants, et on aura donc une forte densité de population. Et cette forte densité de population pose quelques défis à relever. Ne paniquez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal. Je vous laisse le temps de le faire avec un petit fond sonore si j'y arrive.
Si vous n'avez pas fini de noter, mettez la vidéo en pause et finissez avant que l'on passe à la suite. Il faudra trouver des solutions pour se loger, c'est-à-dire organiser les constructions afin de limiter l'étalement urbain. C'est ce que je vous ai expliqué en introduction. L'étalement urbain, c'est l'augmentation de la superficie, c'est-à-dire de la taille, d'une ville qui, notez bien le qui, j'ai oublié le qui, une ville qui s'étale sur les campagnes alentours, et l'apparition de bidonvilles. Il faudra ensuite trouver des solutions pour se déplacer, donc limiter la pollution, et se nourrir, notamment en essayant d'éviter les pénuries. Imaginez que les camions, pour une raison X ou Y, ne puissent plus accéder au Carrefour Market. Il n'y a plus de panzani, c'est la panique. Non, en réalité, il est très peu probable qu'il y ait une pénurie de panzani, par exemple à Paris, mais dans d'autres villes, dans d'autres pays, politiquement instables et ou en guerre. Donc il faut éviter les pénuries et limiter la pollution engendrée par l'approvisionnement. Ça, je vous l'ai encore expliqué en introduction, je ne reviens pas dessus. Je vous laisse le temps de noter. Encore, si vous n'avez pas fini de noter, mettez la vidéo en pause et terminez. Je vais vous expliquer le travail de la semaine. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander de choisir un des défis que nous avons évoqués. Se loger, ou se déplacer, ou se nourrir. Et d'imaginer une solution pour cette ville de demain. En gros, imaginez-vous être téléporté en 2100. Ça ressemble à quoi, la ville de 2100 ? Comment on s'y loge ? Comment on s'y déplace? Comment on s'y nourrit? Vous pouvez écrire un texte, pas 3 lignes et demie, plus, pour expliquer votre idée, ou bien faire un dessin, ou une maquette, ou que sais-je, vous êtes libre. C'est le moment de faire travailler votre imagination. Vous êtes en 2100, 2 humains sur 3 habitent dans une ville, vous y compris. Comment on y vit dans cette ville? Si vous avez les moyens d'être en contact avec quelqu'un d'autre de la classe, et je dis bien classe parce que sinon moi je vais être tout perdu. Donc si vous avez moyen de contacter un ou une camarade par téléphone par exemple, vous pouvez travailler à 2. 2 pas plus, parce qu'au-delà ça va être difficile à gérer. Et attention, je dis bien travailler ensemble. Il est hors de question qu'il y en ait un qui fasse tout et l'autre qui se tourne les pouces. Si au fil du travail vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes celui qui fait tout, vous prévenez votre partenaire, vous lui dites que c'est pas cool et vous m'envoyez le travail sous votre seul nom. C'est chouette de travailler à plusieurs, 2 cerveaux valent mieux qu'un, mais il y a des limites. Je vous laisse sur cet exercice. Dans une prochaine vidéo, je ferai un bilan des travaux qui m'auront été envoyés et surtout je vous montrerai quelques solutions qui ont été imaginées ou même réalisées. J'attends vos travaux, une photo et hop, on me l'envoie par Google Drive, par Neo, par Pronote ou même par Facebook pour ceux dont j'ai les parents. Prenez soin de vous, aérez-vous, faites du sport, ne passez pas la journée sur vos écrans, lavez-vous bien les mains et je vous dis à bientôt.